Voici, comme promis, notre entretien avec Anne Wiazemski, qui se justifie surtout par le fait que vous avez peut-être été frustré comme nous il y a 15 jours par cette émission très brillante par ailleurs grâce à Philippe Garrel sur l'enfant secret. On a surtout parlé de l'enfant secret et de Philippe Garrel et on avait très envie naturellement d'interroger Anne Wiazemski plus longuement. Alors Anne Wiazemski a bien voulu revenir au cinéma des cinéastes. Alors, bon, cette fois, nous partons pour 1 heure avec vous, Anne. Interrogez-moi. Voilà. Oui, on a d'autant plus envie de vous interroger que c'est une longue histoire maintenant. Enfin, vous êtes très jeune, mais c'est parce que vous étiez quasiment encore dans l'adolescence quand vous avez commencé au cinéma. J'avais très exactement 17 ans, oui. Oui, c'est ça, vous êtes très petit. Enfin, c'est pas Brigitte Fossé dans Jeux interdits. Bon, alors c'est au hasard Balthazar, je le dis pour ceux qui n'en s'en souviendraient pas. Alors, est-ce que vous pouvez raconter un peu Bresson maintenant ? J'ai rencontré Bresson une façon assez régulière de rencontrer ses interprètes, c'est-à-dire qu'il aime procéder en les faisant racoler par d'autres interprètes. C'est-à-dire que j'ai été, moi, à 17 ans, racolée, je ne peux pas employer un autre terme, par Florence Delay, qui avait été dans le film précédent, Jeanne d'Arc. Alors, bon, pourquoi j'ai rencontré Florence Delay, ça c'est anecdotique, c'était une amie d'un de mes oncles, mais voilà, elle m'a vue, et puis comme elle était en chasse pour des filles, comme ça, pour Bresson, elle m'a amenée à lui, et c'était pile ça. Donc j'ai été voir une première fois Robert Bresson accompagné de Florence Delay, et puis il m'a fait lire Les Anges du péché, qui était le texte de son premier film. Puis après, comme ça, il m'a fait lire 2, 3, 4 fois. Puis il m'a dit, oui, on verra. Et moi, je savais déjà qu'il m'avait choisi, parce qu'il avait dit à Florence qu'il était sûr que c'était moi, etc. Mais avec moi, il a entretenu une relation comme ça, qui était beaucoup plus perverse, où il m'appelait au téléphone et il me disait, oh oui, ce serait si bien, mais votre oncle, est-ce que votre oncle va être d'accord ? Je vois pas ce que venait faire mon oncle là-dedans. Enfin, vous voyez, il avait des... C'était François Mauriac ? Enfin, ça, c'était mon grand-père. Là, il parlait tout d'un coup de Claude Mauriac. Que va dire Claude Mauriac ? Claude Mauriac n'avait rien à dire là-dedans. Après, j'ai su par d'autres bressoniens que ça, c'est une façon qu'il a de procéder, c'est de téléphoner aux gens pour se mettre un peu la voix dans la tête. En fait, c'était des essais encore qui me faisaient passer. Et puis, bon, finalement, il m'a choisi. Là, j'ai repassé des essais, mais c'était des essais de photos, avec tous les autres acteurs du film, et là, il m'a fait... on passe toujours les mêmes essais, c'est Les Anges du péché. C'est-à-dire que moi, je faisais Sœur Anne-Marie, et lui, il faisait la Mère supérieure. Et, Bresson lui-même. Bresson lui-même, oui. Je me souviens du début, la première phrase était vaut-il mieux avoir de la poussière sur ses meubles ou sur son âme ? Alors l'autre, Bresson répondait sur ses meubles. Bon, je connais plus la suite. Mais c'était comme ça, et s'est enchaîné un tournage qui a duré 2 mois et demi. Formidable. Bon, alors, revenons un petit peu en arrière, parce que c'est une question qu'on s'est posée à l'époque. La petite fille de François Mauriac, donc la nièce de Claude Mauriac, chez Robert Bresson. Alors, vous-même, parce que j'ai pas du tout le souvenir que vous soyez répandu dans la presse d'aucune façon. Vous pouvez pas savoir ce que j'étais répandu dans la presse. Ah bon ? Oh là 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 là. J'ai fait la première page de France Soir, de tous les magazines, et puis... Non mais vous-même, est-ce que vous aviez envie de... Ah non, moi non, mais il y avait ma photo partout. Ça, votre photo, oui, votre photo, ça évidemment, ça a marqué terriblement, je me rappelle, enfin. Mais j'ai pas du tout l'impression que vous vous soyez beaucoup expliqué, c'est ça que je voulais dire. Ah non, il y avait rien à dire, c'était... Mais est-ce que pour vous c'était une aventure étonnante ? C'est absolument formidable à 17 ans d'être... En plus, moi je connaissais les films de Robert Bresson quand même, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, donc ne serait-ce qu'être choisi par lui, c'était extraordinaire. Et puis c'était aussi la première fois que j'étais loin de ma famille, et tout en les aimant beaucoup, j'ai trouvé ça très bien de partir pour faire un film. On est évidemment curieux de savoir ce que François Mauriac a pu en penser, lui. Il a eu une très bonne réaction. Il a dit qu'il m'enviait. C'est fantastique. Que si, lui, à mon âge, on lui avait proposé une chose pareille, on pouvait pas résister. Il pouvait pas me priver de ça. Parce que bon, comme mon père était mort, c'était lui qui prenait en charge un peu. Bon, on a passé un espèce de contrat qui était que je rentre après à Sainte-Marie et que je passe l'année d'après mon bac de philosophie. C'était le contrat. 2 choses pouvaient vous attirer ou ne pas vous attirer, le cinéma en tant que spectatrice et le fait de jouer la comédie.
Non, je rêvais absolument d'être, à 15 ans, d'être comédienne. Mais je me pensais pas du tout au cinéma. Parce que bon, d'abord, parce que je me trouvais moche et vilaine. Donc pour moi, le cinéma, c'était les stars. C'était pas des physiques un peu comme tout le monde. Donc je pensais théâtre. J'avais même été voir, me jeter aux pieds de Jean Vilar la dernière année où il quittait le TNP. Parce que pour moi, c'était TNP, Jean Vilar et tatati et tatata. Donc ça répondait vraiment à un rêve. De jouer. De jouer, oui. Et vous alliez beaucoup au cinéma en étant... Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Et c'est drôle parce que ça, c'est une des incompréhensions, alors que François Mauriac a tout compris pour les années 50, il a très peu compris les premiers films de la Nouvelle Vague. Je me rappelle d'articles de lui assez durs contre... tout à fait avant, hein, tout à fait au début, où il les considérait un peu comme des jeunes loups, comme des arrivistes un peu, dans l'Express. Vous avez parlé un peu avec lui de cinéma, non. Jamais? Non. Non, on parlait de littérature essentiellement, de Dieu, de vie quotidienne. Par contre, quand Jean-Luc Godard est entré dans ma vie de façon beaucoup plus concrète, c'est-à-dire tout d'un coup c'était le monsieur avec qui j'allais éventuellement vivre, il m'a demandé, ça, j'ai trouvé ça très très bien, de l'amener voir un film de Jean-Luc Godard, alors qu'il n'allait déjà plus du tout au cinéma. Et on est allés tous les deux, c'est peut-être un des derniers films qu'il ait vu, sur les Champs-Élysées, dans la petite salle ciné Champs-Élysées, voir À bout de souffle qui repassait là. Et c'est le seul film qu'il ait vu, il l'a trouvé très très bien, passionnant. C'est assez étonnant, l'histoire, vous et votre grand-père allant voir À bout de souffle. Oui, en douce, comme ça, à 2h de l'après-midi. Quand même, Bresson, on voit bien apparaître le pervers, le pervers au sens le plus noble du mot. Oui. Mais alors, vous dites ça a été magnifique. Généralement, c'est pas ce que disent les interprètes ou les modèles de Robert Bresson. Ils parlent aussi d'une douce torture, au moins. Moi, je me suis jamais sentie torturée, je me suis toujours sentie aimée. Je crois que Par contre, je l'ai vraiment vu torturer d'autres gens. Et j'ai l'impression qu'il a un rapport complètement amoureux avec son acteur ou son actrice principale. Je crois que les autres, ils leur cassent les pieds, ça c'est vrai. Mais avec la personne principale, c'est un peu l'inverse. Par ailleurs, Florence Delay m'avait mis au courant de tout ce qu'il aurait pu me faire, pouvait me faire. Je suis arrivée, je savais tout sur lui. Mais quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'elle vous avait dit? C'est drôle. Elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter si jamais il me faisait recommencer 25 fois, que c'était une façon de faire. Elle m'avait dit, tu verras, il est très très jaloux, il va te couper tout le reste de l'équipe, t'inquiète pas. Bon, donc rien ne m'effrayait puisqu'elle m'avait mis au courant. Et l'histoire, par exemple, de recommencer indéfiniment les plans, moi j'ai pas connu ça. Je faisais en général 6-7 prises, ce qui est presque normal. Anne Wiazemski, alors, vous étiez prévenu contre Bresson, mais alors, en vous voyant parler de Bresson et déjà amorcer Godard, je me dis que le personnage de Wasar Balthazar, parce qu'il faut quand même bien en parler, et puis aussi du personnage de la Chinoise, sont des personnages très très impressionnants compte tenu de votre âge. Je parle au présent, vous avez 17 ans, et le personnage de Wasar Balthazar est un personnage très secret, très dense, très, très mystérieux, mais qui donne l'impression de savoir quelque chose, de la vie. Et qui même donne l'impression d'avoir pris la mesure des autres, des autres personnages, et en même temps la mesure des situations traversées. Et de la même façon, alors là c'est encore plus net dans la Chinoise, où alors elle donne des leçons, alors là carrément, et avec cette espèce de ton qui était le vôtre à l'époque, et qui est un ton très très sage, très mesuré, mais avec une très très grande très grand sentiment d'autorité. Bon, alors vous étiez comme ça, ou bien c'est Bresson c'est Bresson et Godard qui vous ont vu comme ça? Non, ils ont dû me voir comme ça. Avec Bresson, j'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais être sur l'écran, puisqu'il interdit à ses acteurs de voir les rushs. Vous connaissez le scénario tout de même? Ah oui, bien sûr. Il devait vous intriguer tout de même, parce qu'il reste très très intriguant, le scénario de Wasar Balthazar. Oui, mais si vous voulez, j'ai vraiment vu Wasar Balthazar, justement, vous l'avez programmé au Ciné-Club, je crois, il y a 4 ans, hein, quelque chose comme ça. Je l'ai regardé un peu plus. Je l'avais regardé seul chez moi. Et j'ai vraiment vu le film là. Pour moi, c'était une histoire beaucoup plus simple, à 17 ans, que quelques années après. L'histoire du film. Il y a une cruauté, par exemple, dedans, qui m'a frappée en voyant le film, et dont j'étais absolument pas consciente à 17 ans. Donc, prévenu par Florence Delay, aimé par Bresson
enfin comme il aime ses protagonistes, ses personnages principaux, et au bout du compte, très contente d'avoir vécu ce que vous aviez vécu. Tout à fait, oui. Bon, là-dessus, vous rencontrez Jean-Luc Godard. Ça s'est fait tellement vite. L'héroïne de Hasard Balthazar épouse, enfin alors là encore, je faisais partie du public. Anne Wiazemski épouse Jean-Luc Godard et va devenir l'héroïne de son prochain film. C'est comme ça qu'on a appris les choses. C'est tellement romanesque que j'ose à peine le raconter. Ben, allez-y. Il était, mais je l'ai su après, tombé amoureux d'une photo de moi qui était parue dans le Figaro, qui était une photo de tournage de Balthazar. Donc il est allé trouver la productrice Mac Bodard, qui était aussi sa productrice, et il a dit, cette petite, je veux la rencontrer. Mac Bodard lui a dit, venez déjeuner sur le tournage du film de Bresson. Et là-dessus, on m'a obligée à déjeuner avec lui, obligée est le mot, parce que j'avais un autre déjeuner, et j'ai été sommée d'assister à ce déjeuner, et j'étais furieuse. D'autant que j'avais vu aucun de ses films, donc j'avais même pas l'intérêt, la curiosité. Puis ça s'est très mal passé, parce que j'ai fait la tête du début jusqu'à la fin, et puis je suis partie. Bon, et puis on s'est rencontrés 2 ou 3 fois par hasard, comme ça, à LTC, à une émission de Roger Stéphane. Et puis il se trouve que j'ai vu, après Balthazar, ça a été la sortie de Pierrot le Fou, que j'ai été voir. Alors là, ça a été un choc que tout le monde, le même choc que tout le monde a ressenti, c'est-à-dire que je l'ai vu 3 fois de suite. Et puis ça a été masculin-féminin, et en voyant masculin-féminin, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce film m'est destiné, une espèce de délire absolu. Puis j'ai écrit au Cahier du cinéma, en disant que j'aimais le film, et puis lui, à travers. Puis j'avais laissé une vague adresse, non sans adresse ni rien quand même. Puis je suis partie dans le Midi faire la récolte des pêches, et il m'a retrouvée. La lettre est arrivée au cahier, les cahiers l'ont transmis. Il a appelé Mac Bodard, qui lui a donné le téléphone de ma mère dans le Midi, et crac, il est arrivé. Voilà. Comme histoire, c'est le même registre d'histoire que Rossellini, Bergman. Ah bon? Ah oui, absolument. Enfin, Bergman voit, parce qu'en plus, alors c'est très étonnant, parce que Bergman voit Jean-Michel Aubert. Elle dit, il faut que je travaille avec l'homme qui a fait ce film, mais je me trompe peut-être. Et alors, comme elle est parfaitement consciencieuse, elle le revoit. Mais je me trompe peut-être, il faut que j'en voie un autre. Et elle voit Paisa. Là, sûre d'elle-même, elle écrit la fameuse lettre ça se passe par lettre, là encore. La fameuse lettre à Rossellini qui tombe à Rome, mais comme une bombe. Rossellini, il a montré à ses amis en cachette d'Anna Magnani, en disant que ça ne savait pas que Bergman m'a écrit, etc. Et rendez-vous à Paris, et voilà. C'est-à-dire que l'histoire s'arrête exactement où vous avez arrêté la vôtre. Oui, c'est des histoires qu'on ose à peine raconter, parce que c'est... Ouais. Mais oui, mais enfin, ce qui détermine 4-5 films. C'est-à-dire qui détermine... Pour Bergman, ça a été 4-5 films. Pour vous Attendez. Moi, je dirais quand même principalement la chinoise, parce que les autres sont des espèces de films intermédiaires, pas seulement signés par Jean-Luc, mais Jean-Luc et Gorin, et puis une espèce de truc qui s'appelait le groupe Dziga Vertov. Donc la vraie collaboration avec Jean-Luc, c'est la chinoise. Alors bon, racontez la chinoise, alors racontez ce qui se passe au moment où vous faites ce film. La chinoise, c'est un souvenir désagréable, par contre. Parce que trop proche de ma vie privée. D'abord, j'étais très impressionnée de prendre la suite d'Anna Karina dans des films. Et puis, je trouvais ça terrible de vivre avec quelqu'un qui utilisait la matière brute d'une vie commune. C'est-à-dire, si on s'était disputé la veille, paf, le lendemain, il y avait une séquence où il y avait des mots que j'avais employés. J'avais toujours le sentiment que Raoul Coutard et tous les autres se marraient et se disaient « Oh là là, on voit d'où ça vient » et tout. Ce qui était une pure paranoïa, sûrement. Enfin, je l'ai vécu très paranoïaquement. Ça se tournait chez nous, Ah, ça se tournait chez vous, en oui. plus. Enfin, j'habitais encore à moitié chez maman, et déjà à moitié là, rue de Miroménil. Vous n'étiez pas encore mariés, si? Non, on n'était pas mariés. Le mariage est dû venir 6 mois après. Et c'était déjà si tendu que ça? Enfin, c'est... Parce que non, c'était déjà dans le vif du sujet. Ah oui, c'était... Mais de toute façon, Anna Karina n'aurait pas pu jouer le rôle de la chinoise. Non, mais je trouvais que c'était tout d'un... Enfin, j'ai tellement aimé les films qu'a fait Anna Karina avec Jean-Luc que je sais pas, ça ne pouvait être que moins bien. J'avais des idées comme ça, un peu tristes en tête. Mais alors, bon, il vous a certainement parlé à cette époque, parce que tout de même, la chinoise est un des films dont on se dit,
D'où sort-il? Parce que au moment où Pierre Viançon-Pointet écrivait dans Le Monde que la France s'ennuie, au moment où rien ne laissait prévoir l'éclatement de l'année suivante, enfin parce que c'est vraiment l'année précédente. C'est 67. C'est 67. Moi, je me rappelle très bien de cette époque où vraiment on écarquillait les yeux devant les premiers types qui prenaient du LSD. On avait appris ça, que des gens, il y avait le Living Théâtre qui se promenait quelque part en France. On en commençait à entendre parler de choses de ce genre. Et puis, soudain, on entend parler du groupe du 22 mars, mais vraiment, alors, tout petit dans les journaux. Il fallait vraiment, les situationnistes, personne n'en savait rien. Et soudain, ce film. Alors bon, vous avez assisté à sa naissance, alors est-ce que vous-même, alors la question est, on s'est souvent demandé, vous êtes tellement présente dans ce que vous dites, vous êtes tellement à ce que vous dites dans le film qu'on a vraiment l'impression que c'est vous qui le dites. C'est mon discours, non pas du tout. Oui, c'est ça. Oui, ce qu'il y a de vrai, si vous voulez, c'est que j'étais réellement étudiante en philosophie à Nanterre, où je m'embêtais beaucoup, et que les seuls gens que j'aimais bien là-bas étaient un groupe de gens très très fous, dont le principal était Daniel Cohn-Bendit. À ce moment-là, c'était pas encore le 22 mars, il signait les anarchistes, et qui avait des mots d'ordre qui, moi, me plaisaient beaucoup, qui étaient il faut boycotter les examens, il faut copier sur son voisin, il faut... Donc, il y a effectivement une documentation que j'ai ramenée. Il y a des tracts de Daniel Cohn-Bendit que je lis, par exemple. Mais tout le reste, tout ce qui concerne la partie chinoise, ça, c'est vraiment Jean-Luc. Tout le maoïsme, quoi. Oui. Le petit livre rouge, je ne savais pas ce que c'était avant le premier jour du tournage. Et alors, quelle a été votre réaction par rapport à tout ça, par rapport à ce texte qu'on vous faisait lire? Ma réaction était d'essayer de le dire. Avec une préoccupation d'actrice ou parce que dans les deux cas, vous débarquez dans cette vie du cinéma d'une manière totalement inédite. Premièrement, chez Bresson, c'est-à-dire que chez quelqu'un qui travaille comme personne d'autre, qui ne vous emploie pas comme comédienne, mais comme être humain, très visiblement. Et chez Godard, qui tombe follement amoureux de vous, et qui de ce fait, vous donne un statut qui n'est pas non plus le statut d'une... Est-ce que vous aviez envie de jouer dans un film normal oui. Oui, et en plus, moi je me souviens, il y avait quelqu'un que j'admirais à l'époque énormément, et que j'admire d'ailleurs toujours beaucoup, qui est François Truffaut, et qui, à la sortie de la première projection de La Chinoise, m'a dit « Anne, vous êtes absolument merveilleuse ». Moi j'étais aux anges, et puis il ajoute « tellement pas actrice ». Et là, j'étais vraiment catastrophée, parce que c'est vrai que je me prenais pas pour une actrice, quand même, mais je me disais, mais quand même, tout au long du film, je dis des choses auxquelles je crois pas du tout, j'y crois pas, ces textes du petit livre rouge, et ça a l'air d'être vrai, mais c'est quand même un peu actrice, ça. Les gens croient que c'est mon discours, alors que c'est pas du tout le mien. Puis bon, j'ai jamais expliqué à Truffaut, mais ça... Non, mais attendez, peut-être qu'on peut s'expliquer là-dessus. On va sortir un peu du récit et s'expliquer là-dessus, parce que je crois que ça vous a probablement desservi professionnellement, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'était qu'on vous a complètement identifié du dehors, et moi le premier, à l'héroïne de Balthazar et à celle de La Chinoise, pour des raisons morales. C'est-à-dire que tellement pas actrice, parce que moralement, il y a une telle intégrité qui vient de vous. Mais c'est bizarre, parce que ça continue en partie avec le film de Philippe Garrel, L'Enfant secret, où on me dit c'est formidable, t'improvises, mais j'improvise pas du tout, c'est un texte écrit, c'est le texte de Garrel, c'est pas moi, je suis pas droguée, je ne pique pas, je bois pas, enfin, ou très raisonnablement, je dois pas faire actrice, c'est ça. Hein. Non, au sens traditionnel, non. Moi, je pense que vous pourriez jouer des quantités de films superbes, et que le compliment resterait celui-là. C'est tellement pas actrice. Pourquoi tellement pas fausse, tellement pas artificielle? La question est, est-ce que vous auriez envie de rôle à la Katharine Hepburn ou à la... Oui, en plus, oui. Oh, oui. Et vous pensez pouvoir jouer au sens du jeu, enfin au sens de, disons, ludique, pour employer un mot... Je crois beaucoup au fait qu'un metteur en scène peut me le faire faire. C'est-à-dire, peut d'abord parce qu'il croit que je peux le faire, tout simplement me le faire faire. Voilà. Moi, je crois beaucoup à la collaboration avec un metteur en scène. Donc, si un rôle à la Katharine Hepburn, qui en plus est vraiment une des 2-3 comédiennes au monde que j'aime le plus, oui, c'est vrai, on peut, oui. Ah, mais c'est bon à savoir. Non, mais c'est bon à savoir, mais alors...
Ça ne veut pas dire que ce soit vrai. Non, mais enfin, en vous écoutant, je crois que tombe de lui-même la prévention selon laquelle la chinoise était un documentaire sur une fille de cet âge-là, etc. C'est pas un documentaire. Bon, parce que par exemple, Juliette Berthaud, qui jouait une prostituée. C'était une comédienne aussi. On n'a jamais pris pour une prostituée, Juliette, quand même. Non, on l'a jamais pris pour une prostituée, mais les prostituées sont actrices. Oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que le personnage, parce que ça se dédouble et ça se détriple, un personnage de prostituée est toujours, même si c'est une vraie, est toujours une actrice. Ce qui est très étonnant avec vous, Anne Wiazemski, c'est que vous ne donnez pas du tout le sentiment, à aucun moment, de sortir d'une vérité, quoi. Enfin, Il faut que j'en fasse plus, peut-être, alors que ce soit... Je crois qu'effectivement, tout dépend je crois que il a dû se passer quelque chose tenant à la trop grande réussite, de la trop grande notoriété des 2 premiers films. C'est ça. Je crois que c'est uniquement ça, et que vous allez voir maintenant, ça va changer. Merci. Non, mais j'en suis absolument sûr. Je griffe des bois. Non, mais alors justement, qu'est-ce que ça devient? Parce que je reconnais que ce que vous avez dit sur Godard donne à la fois la mesure de son génie, d'une certaine façon, en tout cas de son. Si le génie, c'est l'audace poussée jusqu'à un certain point, il a du génie. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Arriver à faire ce qu'il fait, tournant chez lui, vous en répétez des choses de la veille, se servant de ses humeurs et des vôtres pour tourner. Ça, on savait qu'il le faisait, mais alors là, c'est un témoignage très très précieux sur quelqu'un que nous admirons beaucoup. Alors, justement, c'est vraiment une question grave. C'est quand on passe à travers la vie de quelqu'un comme ça, de cette dimension-là, parce qu'à l'impression, vous étiez pas dans sa vie, vous étiez dans sa vie intérieure, mais pas dans sa vie réelle. Avoir été à la fois dans la vie intérieure et dans la vie réelle de quelqu'un comme Jean-Luc Godard, qu'est-ce que ça donne des années après? On m'avait dit, quand on a dit qu'on allait faire cette émission, que maintenant vous pouviez en parler. C'est que probablement, pendant une très longue période, vous n'avez pas pu en parler. Je ne sais pas très bien quoi en dire maintenant, mais c'est vrai que pendant une très longue période, je refusais tout simplement qu'on en parle. Oui, ça a fait beaucoup dans la tête des gens, en tout cas. Des spectateurs, vous voulez dire? De vous, Ah oui, sûrement, non, c'est sûrement. C'est vrai que j'ai du mal à accommoder, disons, sur une Anne Wiazemski réelle, ça c'est sûr. C'est simplement, le regard a besoin d'accommoder. Quand même, si vous voulez, cette histoire avec Jean-Luc Godard dont on parle, avant d'être l'histoire d'un cinéaste et d'une actrice comme Bergman et Rossellini qui ont fait justement beaucoup de films ensemble, qui ont fait des enfants aussi. Pour moi, ce qu'il en reste, c'est plus une histoire d'amour qu'une histoire professionnelle. Pour parler très simplement, des histoires d'amour, il y en a eu d'autres après, et qu'une histoire d'amour en chasse une autre finalement au bout d'un certain temps. Oui. Mais j'ai jamais, en tout cas, revécu une histoire en même temps d'amour et mêlée aussi étroitement au métier. Et je ne crois pas que j'aimerais d'ailleurs. Mais la chinoise, quand vous la revoyez, si vous l'avez... Je l'ai pas revue. Vous l'avez pas revue? Non. Vous n'avez pas envie de la revoir? Si, mais... Parce que c'est passé aussi oui, oui, mais j'étais en Irlande, là, pour une histoire d'amour, justement. Par la suite, alors, parce qu'en plus, 68 arrive là-dessus, c'est-à-dire que ce qui a été... Enfin, il y avait quelqu'un, quand même, qui s'est trouvé aussi tout de suite mêlé à tout ça, et qui, pour moi, était très important, qui est Pasolini. Très important comme rencontre humaine, puisque c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé très fort et qui, lui aussi, m'a vraiment beaucoup aimé, puisqu'il me considérait comme ça, sa fille, sa petite fille. Et puis, la première fois que j'ai éprouvé vraiment le plaisir, l'idée de ce que ça pouvait être joué, et le plaisir, c'est Théorème. C'est en faisant Théorème. Alors, la rencontre avec Pasolini, alors comment ça s'est passé? Coup de foudre, de sa part. Ça s'est passé, on s'est croisés sur un Vaporetto à Venise quand lui présentait Oedipe Roi, je crois, et nous on présentait la chinoise, et puis il était en train d'écrire Théorème, et vraiment le temps de faire la traversée, c'est-à-dire 5 minutes, je sais plus, en arrivant il m'a dit je fais un film, je suis en train de l'écrire, il y aura une jeune fille, c'est vous aurez de mes nouvelles. Et puis effectivement 5 mois après j'ai reçu une lettre. Il s'est décidé alors lui en 5 minutes. Il semblerait bien que les trois grands se soient décidés très très vite, puisque Bresson était décidé avant même de vous avoir dit qu'il l'était, Godard sur une photographie et Pasolini sur un Vaporetto. Après ça, vous me dites que bon, bon alors c'est tout de même extraordinaire, non, comme. Oui, non, c'est que j'avais pas fait le rapprochement des trois. Je voudrais savoir tout de même comment la chinoise, enfin. Parce que ça peut infirmer, ça peut confirmer. Comment est-ce que vous avez vécu, comme on dit, les événements de 68 ?
Je crois comme toute personne qui avait 19-20 ans à ce moment-là, c'est-à-dire avec passion, peur, passion, joie, tout ça. Mais je l'ai pas du tout. J'étais très peu j'étais beaucoup plus avec les étudiants qu'avec les gens de cinéma, qui me semblaient un peu, vraiment très en retard sur tout ce qui se passait, parce qu'il y avait des colloques partout. Ça bavassait beaucoup. Et puis, par contre, le trajet qu'a suivi Jean-Luc à ce moment-là, et ça sûrement j'ai eu tort, ça c'est pas du tout compris. Les discussions avec les maoïstes qui tout d'un coup envahissaient la maison, et donc, beaucoup étaient des crétins, je parle pas de Gorin, et que Jean-Luc écoutait religieusement, je comprenais pas du tout. Vous dites que vous n'avez pas compris que vous avez eu tort, mais d'après ce que vous dites, il semblerait bien que c'est, après tout, un peu vous qui avez raison, non ? Oh non, encore aujourd'hui, je sais pas. J'aurais pu, en tant que femme, par exemple, comprendre la crise que traversait Jean-Luc puisque c'était mon compagnon de vie. Cette crise vraiment d'inspiration, c'est-à-dire quoi dire, quoi faire, etc. Et que moi, j'étais tout simplement, les films track qu'il faisait et tout ça m'assommaient. J'avais envie de films comme La Talente. J'ai été de mai 68, par mon âge, du côté des étudiants et tout ça, et absolument pas du côté cinéma. Parce qu'à ce moment-là, vos goûts en matière de cinéma, c'était déjà précisé, vous aviez avancé dans ce domaine, vous parlez de La Talente. Moi, j'aimerais bien vous entendre parler des films que vous aimez. Non, j'ai pas évolué depuis que je suis petite, c'est toujours les mêmes que j'aime. Alors dites parce que vous l'avez pas dit. C'est La Talente, par exemple, qui est un film que j'ai découvert, je sais pas, je devais avoir peut-être 13-14 ans, et qui est un film nécessaire à voir tous les 5-6 ans. C'est ce qu'il y a comme... Enfin, ce qui est terrible, c'est quand on en cite, on en oublie, surtout. Jules et Jim est un film que j'aime énormément. Et c'est Splendor in the Grass de Kazan, Donc, ne comprenant pas, est-ce que c'est à l'origine oui, je pense que ça nous a séparés. D'ailleurs, je suis partie en Italie tourner avec Ferreri, Carmelo Bene et des gens comme ça. Alors parlez-nous de cela, parce que ceux-là sont des sons... Enfin bon, alors donc, commence votre carrière italienne, parce qu'en fait, vous devenez une actrice italienne, tout compte fait, et avec les meilleurs, puisque Ferreri, Bene et Pasolini sont quand même les meilleurs réalisateurs italiens des années 70. Alors, Carmelo Bene, parce que c'est tout de même quelqu'un qu'on connaît malheureusement trop peu, et qui... c'est vraiment exactement le genre de cinéma que je devrais détester, et je trouve que ce sont des films extraordinaires. Alors, je voudrais savoir comment ça s'est passé, alors, avec lui. Carmelo Bene m'a abordé dans la rue en me disant « Je vais faire un film à 2 épisodes. Le second est l'histoire du suicide version moderne de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Et l'autre, et je pense à vous pour ça, me dit-il, c'est l'histoire d'une jeune femme nue au milieu d'une troupe de vieillards lubriques. Alors voilà, vous serez la jeune femme nue et puis les vieillards lubriques. Et puis, moi j'ai dit, mais il est hors de question que je fasse ça. Parce qu'il était hors de question que je me déshabille au cinéma. C'est quelque chose que j'ai toujours horreur, mais à ce moment-là, c'était vraiment le refus absolu. Et j'ai dit non. Et puis il a beaucoup insisté, c'était dans la rue, il me courait derrière. Je savais pas qui c'était en plus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce fou-là ? Ah, vous saviez pas que c'était Carmelo Bene, parce que... Non, alors avec son histoire de vieillard lubrique. Puis je lui ai dit non, et puis il m'a recontacté avec je sais plus qui, un ami commun qui donc était la garantie que c'était un metteur en scène quand même sérieux, que c'était pas le premier cinglé venu. Et puis j'ai toujours dit non. Et puis moi je lui ai dit mais je veux bien faire l'histoire de Manon, je veux bien. Il m'a dit ah non, c'est ma femme. J'ai dit bon bah d'accord. Puis en fait un mois après il m'a rappelé en me disant ma femme veut bien faire la jeune femme avec les vieillards lubriques. Alors si vous voulez on fait ça. Alors j'ai dit oui. Et on a tourné quelque chose de complètement fou. Les directeurs de production s'arrachaient les cheveux, avaient refusé de nous assurer, parce que on a tourné au milieu d'explosions de voitures. Sans arrêt, c'était... De vrai ? Ah oui, de vraies explosions. Non, c'était il y a eu 2 caméramans blessés. Nous, on n'a rien eu, je sais pas comment. Et puis vous êtes morte de peur, non ? Non, parce que j'étais avec ce fou là que je suivais, qui me faisait vraiment rire. Qui était Carmelo Bene ? Qui était Carmelo Bene, qui me demandait surtout d'être une poupée, c'est-à-dire de rien faire. Il me portait dans ses bras, il me jetait par terre, il me reprenait, tout ça. Il jouait lui-même, hein ? Ah oui, puis avec lui, il faut pas vouloir justement, alors là, jouer quoi que ce soit. Moi, ça me gênait pas d'être très discrète à ses côtés.
Et c'est quel film celui-là? Mais C'est Capricci. Ah oui, quel film étonnant. Ça, vraiment, ça a été un de mes chocs. Je ne sais plus quel festival de Cannes. Je m'endormais absolument à ce festival de Cannes. C'était en 69, je crois, oui. Ah oui, c'était en 69 que j'ai vu Capricci à Cannes, dans une petite salle, ou alors, je ne sais pas s'il était dans la sélection. C'était prodigieux. J'ai jamais vu ce film. C'est un film prodigieux. Mais ça, il faudrait que je le retrouve quand même. Il faudrait que je le revoie, au moins. Un film étonnant. Enfin, on a l'impression d'une peinture cinématographique en mouvement. Enfin, c'est-à-dire d'une espèce ça doit être encore plus étonnant aujourd'hui. Et alors, il semblerait que vous ayez pris de la sympathie pour lui au fur et à mesure. Ah mais oui, très au point vite. de vous confier physiquement. Oui, et puis non seulement de me confier physiquement à lui, mais aussi de surtout lui laisser vraiment occuper comme il voulait tout l'écran. Oui, je me souviens bien. Il n'y a que lui, dans ce film. Mais là, je veux dire, l'aventure elle-même m'intéressait beaucoup plus que le résultat, que j'ai toujours pas vu. Mais... Et Ferreri, c'était quel film? Ferreri, c'est un film qui n'est jamais sorti en France, qui s'appelle El seme dell'uomo, la semence de l'homme. Tu l'as vu, Pierre, toi, non? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu très discrètement, je sais plus, il y a une dizaine d'années. C'est un film qu'on a vu relativement peu. C'est une histoire de femme entourée d'hommes. Non, pas du tout. Non. C'est l'histoire d'un couple à la fin du monde, après une catastrophe atomique. Oui. Oui, l'autre, c'est le harem. Je confonds avec le harem. Oui, effectivement. Et alors, Ferreri, parce que voilà quelqu'un encore pour qui... Ferreri, il est un curieux personnage. C'est quelqu'un qui a tellement toujours l'air d'en savoir beaucoup plus long sur vous que vous-même, que c'est très très troublant. Moi, j'avais l'impression d'être déshabillée psychiquement en permanence par lui. Bon, à part ça, ça a été 2 mois au printemps sur une plage de Toscane, très très agréable. On savait pas très bien où. Il y avait une fois de plus un premier scénario où la fille était nue tout le temps. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit non. Alors Marco Ferreri a beaucoup insisté, j'ai dit non, je veux pas faire un film toute nue tout le temps et tout. Alors il m'a dit, 1 mois a passé, puis il m'a rappelé, il m'a dit d'accord, ce sera votre partenaire. Ce qui fait que, alors il avait trouvé une ruse, la fille au début, elle trouve une caisse avec plein de vêtements, alors au contraire, elle arrête pas de se travestir, elle. Et son camarade de jeu, lui, il est nu tout le temps. Mais cela dit, je crois que le film est très raté. Mais ça peut lui arriver. Mais c'est le souvenir que j'en garde. Oui, ça peut lui arriver. On a trop fait n'importe quoi, on n'a pas été très... Mais il vous a poussé dans ce sens-là, Ferreri, ou pas? Non, je crois qu'il m'aimait bien comme j'étais, c'était une erreur, et il me filmait comme j'étais un peu, il y avait pas vraiment de personnage, justement. Alors, c'est quand même une période très précise, parce que tout ce qui se passe autour et alentour de mai 68, et en particulier dans les ciné-tracts de Jean-Luc Godard, on a une impression, quand on les revoit aujourd'hui, est tout à fait étrange, parce qu'on a l'impression qu'on a tous, plus ou moins tous, déliré, enfin, ou assisté à des délires, non? Vous vous souvenez de ce climat-là? Eh bien, moi, ce que j'avais trouvé comme moyen d'y couper, c'était de filer en Italie. On délirait moins en Italie? Ah oui, puis les Italiens, c'est tout de suite autre chose, quand même. Voilà, Pasolini. Alors maintenant, passons à Pasolini, puisque, semble-t-il, c'est une très belle aventure pour vous, cinématographique et personnelle. Oui, et c'est une aventure qui ne s'est interrompue que parce qu'il est mort. Parce que sinon, on avait des projets ensemble, on s'était dit et redit qu'on se suivrait tout au long de la vie. Et il y avait un projet précis qui avait été retardé à cause de Salo, donc il devait venir après Salo, qui ne s'est jamais fait. Ensemble, après Théorème, vous faites Porcille, c'est ça? Oui. Non, mais Théorème, on n'en a pas encore parlé. Il vous engage, mais le tournage, vous n'en parlez pas. Le tournage a été passionnant parce que j'ai trouvé tout d'un coup ce plaisir. Et en même temps, on ne s'est pas adressé la parole de tout le tournage avec Pasolini. Mais pas bonjour, bonsoir, et puis c'était tout. On était très très timides tous les deux, et on a passé le film à penser qu'on ne pouvait pas se blairer l'un et l'autre. C'est un prodigieux malentendu. Incroyable malentendu. En plus, c'était un film très riche, grosse production avec des stars. Donc tout le monde était isolé dans une caravane, chacun sa caravane, chacun son habilleuse, chacun son. Donc tout était fait de façon pour qu'on se rencontre pas. Et moi, j'ai vraiment cru qu'il m'aimait pas. Et puis lui, pareil. Et puis j'en étais très triste. Et c'est au moment où il a commencé à monter Porcherie
qu'il a dit, bon, il y a un rôle qui est écrit pour Anne, mais malheureusement, elle ne voudra jamais retourner avec moi. Puis il a dit ça devant quelqu'un qui me connaissait, qui a dit, mais pas du tout, au contraire. Bon, puis le malentendu est tombé, et on s'est tombé dans les bras. C'est extraordinaire, l'histoire, en plus. C'est-à-dire tout un film comme ça, sur un malentendu comme ça. Tout à fait. En plus, il y avait Laura Betti, bon, qui est une femme formidable, exceptionnelle et tout ce qu'on veut, mais qui est très, très possessive avec Pasolini. Mais à ce moment-là, bon, votre campagne italienne, est-ce que vous avez le sentiment, puisque c'est la question qui court à travers tout cet entretien, est-ce que vous avez l'impression de devenir une comédienne? Non, tout ça a été tellement rapide, précipité, passionnant, surprenant, que j'ai l'impression de rien du tout, je pense pas. Je fais, je vis. C'est vrai, c'est... Surtout que vous abordez à peine, au moment où vous tournez avec Pasolini, vous avez à peine 20 ans, d'après mes petits calculs, même pas. Oui, je sais pas. Oui, enfin, vous êtes encore très 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 jeune, quoi. Oui. Cette traversée, bon, dans le temps et dans l'espace, dans le temps, c'est 68 et les suites, donc les années 70, c'est dans l'espace, c'est la France, l'Italie, et puis ailleurs peut-être aussi, non? Non, et puis retour en France, et puis retombée de mai 68, c'est-à-dire tout d'un coup... comme beaucoup de gens, mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le doute absolu sur tout, y compris ma vie personnelle, ma vie en tant que la comédienne que je commençais à devenir. Alors j'ai commencé à refuser des tas de films. En plus, je me rendais compte alors là que je savais pas faire grand-chose, que l'innocence n'était plus là, si vous voulez, l'instinct de l'innocence du début. Et que, par exemple, il y avait deux réactions. La réaction positive aurait été de m'inscrire dans un cours d'art dramatique, d'essayer le conservatoire. La réaction négative que j'ai eue a été de dire non, pour le moment, j'arrête, je fais plus. Je ne joue plus. Oui. C'était quand, ça? Juste les dates. Enfin, peu importe, mais c'était vers 72, c'est ça, c'est après Pasolini, c'est après, après les deux Pasolini. Non, je continuais à envisager de travailler avec des gens comme Pasolini, mais le reste me disait non. Oui, mais enfin, ça se comprend aussi, parce qu'il y a quand même aussi un élément dans ce qui vous est arrivé, avoir commencé avec Bresson, ensuite Godard, ensuite Pasolini, Ferreri. On n'a pas l'impression que vous puissiez tout tourner avec X, Y, Z, dont je dis pas les noms. Est-ce que vous l'avez envisagé, ça? Apparemment non, puisque vous avez arrêté de jouer. C'est ça, c'était pour cette raison-là? C'était pour pas avoir à jouer avec X, Y, Z? C'est-à-dire que je m'en sentais surtout pas capable. Avec des gens en qui je croyais beaucoup moins qu'en Pasolini. Mais il y avait aussi une absence de métier qui a commencé à se faire sentir, là, pour moi. Et puis l'état de désarroi dans lequel 68 a mis des tas de gens. Le désarroi, vous l'avez ressenti? Autant l'ivresse, vous n'avez pas été complètement dupe, mais le désarroi, vous l'avez ressenti? Ah oui, complètement. Et puis 2-3 ans après, pas 69, 70 comme beaucoup de gens, puisque moi j'étais dans mon époque italienne et tout, contente et tout. Après, mais alors ça a été jusqu'à une grande tristesse, une dépression, non? Non, je dirais pas ça. Enfin, il y avait ça aussi, mais comme un décrochage surtout. Et vous ne saviez pas est-ce que vous avez envisagé de faire d'autres métiers? Vous avez envisagé d'autres métiers, de poursuivre dans d'autres domaines, non? Non, pas vraiment, parce que je faisais de la photo sur les films de Jean-Luc, où j'avais pour Michel Cournot, j'avais fait ça aussi, parce que j'adorais Michel Cournot. Et puis Delvaux, par exemple, m'avait demandé d'être photographe sur son film. Et puis là, tout d'un coup, comme j'admirais beaucoup Delvaux, je me suis dit non, ça c'est complètement masochiste, je vais devenir photographe, alors que finalement, j'ai quand même envie de faire des... Vous voyez? Oui. Donc j'ai arrêté ça aussi. Et vous avez fait quoi alors? Rien, quoi. Non, c'est vrai, c'est des espèces de... Mais est-ce que tout de même quelque chose a joué, enfin le fait d'avoir été célèbre si jeune, avec l'agacement correspondant probablement, mais est-ce que le fait de sentir soudain qu'on exerce moins d'attrait, je dis pas personnel, mais de notoriété, est-ce que ça a joué aussi? Non, pas du tout, parce que, comment dire, à cette époque-là, je suis partie la première. C'est-à-dire, c'est moi qui ai décroché avant qu'on décroche de moi. Donc, c'est ça. Je pouvais pas me dire ça. Et en plus, par exemple, tout ce qui était rapport avec la presse et la célébrité, mais j'en avais une horreur, mais absolue. Mon rêve aurait été justement à cette époque-là, de travailler, et puis surtout qu'on me connaisse pas, qu'on me reconnaisse pas, qu'on me... Vous voyez bien que pour dire une chose pareille, il faut pas être une comédienne au sens traditionnel. Les comédiennes aiment bien aussi jouer aussi devant les journalistes. C'est évident que vous ne jouez pas, là. C'est évident que vous ne jouez pas ici. Donc, il faut s'entendre sur le mot jeu. Le jeu social et le jeu
autant vous jouez quand vous êtes sur un écran, autant vous ne jouez pas le jeu social. C'est-à-dire le jeu, vous ne faites même pas partie des prix Citron, vous faites partie de ceux qui ne jouent pas. Oui, peut-être. Ça existe encore, le prix Citron? Ça a existé une certaine période. D'ailleurs, il y a beaucoup de comédiens qui étaient fiers de l'avoir parce que précisément ça faisait partie de leur personnage. Or, vous ne vous êtes pas construit un personnage d'aucune façon. Vous n'avez pas eu envie d'aucune façon. Ah non, c'était la panique, ça. Alors, comment êtes-vous revenu alors au jeu et au travail des comédiens? Finalement, par le biais du théâtre. Et principalement grâce à quelqu'un qui s'appelle Andreas Voutsinas et qui avait un atelier dont on m'avait parlé, et puis parce que j'avais un film dans lequel je me dépatouillais très mal, qui était Georges Qui, Michel Rosier. Vous jouiez Georges Sand. Oui, et Michel Rosier était très novice en tant que metteur en scène, et c'est là où je me suis rendu compte que face à quelqu'un qui savait pas grand-chose, moi je savais rien. Donc, ne serait-ce que pour terminer ce film, il fallait que je travaille. Et je me suis retrouvée dans cet atelier, et là, pour la première fois de ma vie, bon, ça a l'air d'une énorme naïveté ce que je dis, mais bon, je me suis dit, on m'a montré, il y a des méthodes pour travailler, il y a une façon de travailler, on peut retrouver ses émotions. Bon, un rôle s'aborde d'une façon et pas d'une autre, enfin, il y a des choix à faire. On peut se dépatouiller un peu seul, quand même. Et j'ai été reprise dans une ambiance de travail à ce moment-là très différente, qui était une ambiance studieuse, de gens en même temps connus comme Sami Frey ou Delphine Seyrig, en même temps tout à fait inconnus. Bon, c'était il y avait un côté acteur studio, non? Je ne connais pas l'acteur studio, mais je crois que c'était... Inspiré. Oui, inspiré. Je suis tombée à une très bonne époque, c'est-à-dire à un moment où c'était pas encore connu, pas couru par tout le monde, où il y avait justement déjà des acteurs célèbres et puis en même temps des très jeunes gens, enfin, Et puis j'ai fait du théâtre. Et voilà, et le goût vraiment est revenu comme ça. De jouer. De jouer. De devenir. Alors maintenant, c'est pour ça que vous revendiquez à ce point actuellement. Au fond, l'image dont on a parlé pendant toute une demi-heure auparavant, c'est-à-dire le personnage de Balthazar, le personnage de la chinoise, etc. Au fond, vous desservirez la comédienne que vous êtes en train de devenir, enfin, d'une certaine façon. Tout à fait. Ça je pense. Desservirai. Moi, je suis très, très contente et très fière de ces 3 films, et je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je peux me permettre d'en faire des mauvais maintenant, vous voyez, parce que j'ai assuré la qualité en quelque sorte. Mais qu'est-ce que je voulais? Je m'y perds. Non, mais vous êtes dans une situation un peu étrange, c'est-à-dire de quelqu'un qui débute d'une certaine façon, puisque vous avez recommencé. Ça, vous avez fait du théâtre métier aussi. C'est vraiment ce métier. C'est-à-dire que régulièrement, il faut recommencer. C'est-à-dire que après, que les metteurs en scène, c'est pareil, l'échec d'un film, un échec, 2 échecs, le 3e, il faut qu'il recommence. Alors les acteurs aussi. C'est pas clair? Non, si, c'est très très clair. C'est très très clair. Mais est-ce que vous dites ça, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Je porte pas de jugement, c'est. Mais est-ce que ça vous exalte ou est-ce que ça vous inquiète ou ça vous angoisse d'avoir... Ça m'angoisse beaucoup, et puis, mais c'est tellement que ça, je vois pas comment couper à ça. Là aussi, on s'est tellement bien entendu avec Philippe Garrel, c'est qu'on a, dans des endroits différents et de façon différente, suivi le même chemin. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on s'en fichait de la gloire, de la célébrité et tout ça, et qu'on se retrouve la trentaine, en faisant quelque chose ensemble et avec le désir d'être reconnu. Reconnu, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. On se l'est dit, on est bien d'accord, on cherche pas à faire un film de laboratoire vu par 3 personnes. On essaye de raconter une histoire et on essaye qu'elle soit comprise par un plus grand nombre de gens possible. Merci vraiment. Et donc, j'espère à une prochaine émission pour votre prochain film, ou même simplement si vous avez envie de venir nous dire des choses. Bien entendu, je rappelle qu'on peut voir actuellement sur les écrans L'Enfant secret de Philippe Garrel avec Anne Wiazemski, qui est un film dont nous vous avons déjà dit le plus grand bien.